histoires de Peter sont exactes et quels aspects ont été inventés. L'histoire du large des personnes vécues de l'esclavage, c'est aussi et s'enfuient dans des conditions incroyablement dangereuses sur des dizaines et des centaines de kilomètres pour atteindre les lignes de l'armée de l'Union. Cette histoire est tout à fait véridique. Et elle nous rappelle que les Noirs américains ont joué un rôle actif dans leur propre émancipation. Ils ne sont pas restés assis à attendre que Lincoln les libère. C'est un enseignement très puissant. La photo de Peter le Fouetté figure dans les manuels scolaires d'histoire aux États-Unis. Elle est devenue un symbole de la souffrance et de la résilience des Afro-Américains réduits en esclavage. En 2022, l'histoire de Peter a été incarnée par l'acteur Will Smith dans le film Émancipation. Je vous ai laissé 45 minutes pour réfléchir. C'est le moment de connaître la réponse à la devinette. Qu'a-t-on caché en catastrophe dans un coffre-fort du palais impérial de Tokyo après les attaques d'Hiroshima et de Nagasaki? C'était notre question aujourd'hui. Eh bien, c'est l'enregistrement de l'annonce par l'empereur Hirohito de la capitulation du Japon. Cette annonce, Hirohito l'a enregistrée 5 jours après l'attaque de Nagasaki. Son discours est si important pour l'avenir du Japon qu'on décide de mettre les précieux vinyles dans un coffre-fort. Prudence justifiée, un bataillon rebelle de l'armée refuse en effet la décision de l'empereur et s'introduit dans le palais pour détruire les enregistrements. Mais ils sont bien cachés et ils seront diffusés comme prévu le lendemain 15 août 1945 à midi. Bispat. Bispat. Bonne journée. Je me repose. Ah ouais. J'ai bien dormi. Mais il a fait très chaud cette nuit. Hey! C'est maintenant que ça va un peu. Goûter à la Dolce Vita et rencontrer celles et ceux qui ont fait de ces lieux un mythe. Ce soir, dans Théma, 1870-71, les Allemands et les Français s'affrontent. Nicolas habite ici. Elle habite ici. Vous êtes tellement bête et idiot. La patrie est en Hein? Nicole est où? Elle n'est pas chez elle. Elle n'a pas d'enfant. Hein? Vous êtes toujours. Pourquoi vous êtes même stupide comme ça? Nicolas a dit qu'elle vient habiter chez moi. Hein? Hey! Nicole est où? Elle est dans mes fesses. Et langues. Ah! Sans le travail de ces érudits arabes au fil des siècles, ce trésor aurait été perdu. Et quelles sont les évolutions fondamentales depuis l'époque moderne? Avant l'invention de l'anesthésie, les opérations se limitaient en gros à l'amputation. Découvrez Mais oui, non. l'histoire de la chirurgie. Mais quand elle revient, non. Elle revient encore ici, on juge la bloque. Ah, mais quand même, c'est comment avec ta tankenkam. Ah, vraiment. C'est grand, c'est fort, c'est libre. La vie sauvage à l'état pur. Natacha demande à quoi récupérer son argent. Natacha, tu as récupéré ton argent. Parce que toi aussi, tu disais qu'on t'a pris ton argent. Hein? Tu as récupéré ton argent. Parce que tu es comme ça, ma soeur. Dès que, s'il faut aller défendre pipi, là où tu es, là, tu défends. Mais quand c'est pour toi, ne défends pas. Quand c'est pour moi, ne défends pas. Moi, mes 300 euros vont sortir. C'est moi je parle. Mes 300 euros vont sortir. La Grèce est quand même bien. Hein? La Grèce, c'est un beau pays quand même. Hein? J'aime bien.
Accessible depuis Rome en 3 heures de route, la côte amalfitaine se trouve juste au sud de la baie de Naples. Une voie panoramique longeant la mer sur une quarantaine de kilomètres égrène un chapelet de villes au riche passé. La région a longtemps été célèbre pour son or jaune. Des citrons exceptionnels à la robe éclatante, aussi savoureux que parfumés. C'est dans les années 1950 que se cristallise le mythe de la Costiera Amalfitana, qui devient alors la destination préférée des célébrités. Située au milieu de la côte, la ville d'Amalfi, qui lui donne son nom. Cette grande Les gars qui ne viennent plus commenter, sinon Anita, non. On a expulsé qui? aujourd'hui un haut lieu du tourisme. Anita Brel, on a expulsé qui? Dis-nous non. Août 1962, Jackie Kennedy, l'une des femmes les plus en vue de la planète, s'installe le temps des vacances sur la côte amalfitaine. Elle est accompagnée de sa fille Caroline, mais pas de son président. On a expulsé où? Chaque jour ou presque, la première dame vient trouver refuge à Conca dei Marini. Dans ce cadre idyllique, Tu parles de tout et de rien, donc dis donc qui est ici. Tu ne viens plus commenter chez moi. On va te reposer un peu. politiquement, son mari est séparation. Et le couple bat sérieusement de l'aile. C'était quelques jours après le décès de Marilyn Monroe. À l'occasion de l'anniversaire de Kennedy, elle avait chanté au Madison Square Garden « Happy Birthday, Mr. President », ce qui avait provoqué une scène entre le président et son épouse. Jackie en avait assez des frasques de son mari. Ici, Jackie prend du recul et profite de la douceur de vivre méditerranéenne, malgré les paparazzis constamment sur ses talons. Le soir, elle se retire à Ravello, joyau médiéval perché sur une colline face à la mer. Elle a pris ses quartiers au Palazzo Episcopio, l'ancienne demeure des évêques. Cet été-là, l'un des célibataires les plus convoités d'Italie y réside également. Gianni Agnelli, vice-président de Fiat et richissime héritier de la prestigieuse dynastie. Ouais, les jeux que moi j'avais écoutés. À 41 ans, fort de son éducation cosmopolite, Gianni Agnelli, bronzé, élégant et sportif, était à l'apogée de son pouvoir de séduction. Il était considéré comme un playboy. La première dame ne résiste pas à son charme. Jackie Kennedy était belle. Ils Hein. sont bientôt inséparables. Je te dis, Jackie Kennedy était très belle. Alors là, Agnelli s'affiche aux côtés de Jackie en toute décontraction, souvent jusque tard dans la nuit. À 33 ans, la jeune femme semble reprendre goût à la vie. Mais la nouvelle de son idylle estivale se répand vite. Les rumeurs nées à Ravello ont traversé l'Atlantique et sont parvenues jusqu'à la Maison-Blanche. D'ailleurs, le président Kennedy a envoyé un télégramme à Jackie pour lui dire « Occupe-toi plus de Caroline et moins d'Agnelli ». Résigné, Jackie Kennedy quitte ce petit paradis. ouais. Excusez-moi. C'est juste après une écrivaine italienne, amie de la famille Agnelli, quand Jackie Kennedy s'est retrouvée veuve, elle aurait envisagé de se remarier avec l'avocat. Elle s'est rendue à Turin, mais lui n'a jamais quitté sa femme, Marella. 6 ans après sa liaison avec Bah, Agnelli, mais là, c'est elle tout là. reviendra cette fois en pleine lune de miel avec son nouveau mari, Non. l'armateur Aristote Onassis, qu'elle a volé à une autre. 10h, 11h, attends. Les Américains investissent la côte amalfitaine. Les écrivains et artistes européens ont fréquenté cette zone chargée d'histoire. Il y a Au que... 19e siècle, la
Mais il est 9h, attends. Une destination On va particulièrement lever les gens à l'est pour venir faire la chambre, Elle pourquoi? attire entre autres un compositeur qui déchaîne les passions et les haines. Richard Wagner. C'est à Dodane qu'il arrive accompagné de son épouse Cosima. Hein? Le couple est invité par l'arrière-grand-mère de Giorgio Villoni, lui-même aujourd'hui hôtelier à Ravello. Ce séjour s'avérera historique. Cosima a laissé un indice important dans son journal. Belle promenade à cheval jusqu'à la chapelle de Santa Clara, située à l'extrémité du belvédère. C'est l'endroit le plus beau que j'ai jamais visité. Le site leur a fait forte impression. La villa Ruffolo était à l'origine une bâtisse arabo-normande. Wagner, qui y séjourne pour la première fois en 1880, a une révélation au milieu de ces jardins luxuriants, comme nous l'explique le compositeur Alessio Vlad. Officiellement, Wagner cherchait un lieu dont s'inspirer pour la scénographie du deuxième acte de Parsifal, qui se passe dans le jardin féerique de Kundry et de Kinzor. Il devait trouver l'atmosphère idéale pour cette partie. Il cherchait plus particulièrement une lumière, un parfum, une ambiance. Cet acte parle de sensualité et du conflit intérieur entre résistance à la tentation et abandon au désir. Ici, Wagner a trouvé tout ce qu'il cherchait. Le décor scénique du jardin magique de Kinzor sera aussi luxurieux et opulent que son modèle. Bonjour. La tour, qui se trouve à l'entrée de la villa, est celle que l'on retrouve dans la maquette. Toutes les ébauches préparatoires à la création de Parsifal sont conservées à Bayreuth. Et on voit clairement l'influence de la villa Ruffolo dans le décor. De nos jours encore, la vue depuis la vaste terrasse invite à la rêverie. À quelques minutes de là, voici la Villa Cimbrone, vieille d'un millénaire. Pour Giorgio Villemier, l'actuel propriétaire des lieux, ces jardins sont un plaisir. Va chier, imbécile, j'ai besoin que les Bamileke même. Tu as besoin que tu es Bamileke. Je suis Bam, c'est moi, je t'aime, dégage, mof. Allez, mof, là-bas. Imbécile. Sentir les odeurs. Toujours amener les noms Bam dans les choses des gens. Je suis Bam, mais je t'aime quand même. On regarde que je fais quoi avec les Bamileke, je fais quoi avec eux, je veux les manger, je veux les tuer. On a toujours le regard tourné vers Venez toujours avec vos conneries, je veux toujours vous bloquer ici, là. alors que c'est l'essence. C'est quand même marrant, hein. Quelqu'un vient le matin, je suis Bams. On vous a dit être Bamileke, c'est quoi? C'est la suprême. C'est être au-dessus des gens. On vous a dit que je mange les Bamileke. Hein? Vous êtes malade ou quoi? Je suis Bams, c'est moi, je t'aime quand même. Quelqu'un dit Bamileke dans ma page, je te bloque directement. Des chiennes. Sur un paysage sublime. Je suis Bams. On mange les Bamileke. Un décor dont le cinéma a su tirer parti. Waouh. Mami. Um Gottes Willen, geht's dir nicht gut? Was? Ich bin gesund. Was? Ja, ich bin gesund. Ich bin Gottes. Au milieu des années 1950, la trilogie Sissi lance la carrière mondiale de Romy Schneider. La jeune première a ici 19 ans et incarne une Élisabeth d'Autriche alors atteinte de la tuberculose. Historiquement, c'est à Madère et à Corfou que l'impératrice recherchait le soleil. Mais dans le film, sa convalescence se passe sur la côte amalfitaine. L'univers préservé de Sissi trouve un décor idéal à Ravello. Les somptueux jardins de la Villa Cimbrone n'ont d'ailleurs rien perdu de leur charme hors du temps. Un peu plus à l'ouest, face à la côte, voici Capri et les phares
bord de son rivage. C'est beau, hein? À la fin du 19e siècle, l'île attire de riches excentriques. À sa pointe nord-est, sur le mont Tiberio, on peut admirer les vestiges de la Villa Iovis, construite par l'empereur romain Tibère. Ici, un peu à l'écart, il laissait, dit-on, libre cours à ses penchants pédophiles. Non loin de là, le baron Jacques d'Adolphsfeld Fersen fait bâtir en 1904 une villa qu'il baptise l'Isis, en hommage à un dialogue de Platon sur l'amitié teintée d'homoérotisme. L'aristocrate français a dû quitter Paris après un procès pour attentat à la pudeur et excitation de mineurs à la débauche. La Il pédophilie. s'est réfugié à Capri. Moi, je ne comprends pas le goût que ça a un enfant. Hein. Je ne comprends pas. La journaliste allemande Stefanie Sonnentag, qui vit elle-même sur l'île, étudie l'histoire de ses illustres résidents, comme le baron Fersen. Quel le plaisir de Ignace avec un enfant. Hey, vraiment la malédiction de ça. Il était homosexuel et il a été condamné à de la prison. Néanmoins, il a eu de la chance, il n'a pas eu à purger sa peine. Et il a ensuite pu s'éloigner de Paris. En Italie, le baron jette son dévolu sur Nino Cesarini, un adolescent de 15 ans issu d'un milieu très modeste. Il le fait venir dans sa villa pour le faire photographier dans des poses d'inspiration antique. La pauvreté incite de nombreux jeunes gens à se mettre au service de bienfaiteurs, en réalité pédophiles. Voilà. Ich kenne eine Geschichte eines Capresen, der heute in seinen 70ern. Un habitant de Capri, aujourd'hui septuagénaire, m'a raconté qu'au début du XXe siècle, son père pouvait poser toute une matinée en échange d'une simple pomme. Ah, massa. Diese Jungs hatten auch kein Problem damit. Ces garçons acceptaient facilement de se dévêtir. Sie sahen ein Stück Brot. Parce qu'ils avaient faim. Et ils étaient prêts à tout pour une pomme ou un quignon de pain. Une pomme. Maman, on te pose, tu poses pour une pomme. Et voilà. Voilà les garçons là. Dans sa villa isolée, le baron donne souvent des fêtes somptueuses, destinées à des artistes, des écrivains et des nobles qui partagent ses mœurs. Voilà la maison. Die Partys fanden. Ces fêtes se déroulaient dans le fumoir à opium. J'imagine qu'il y avait des dizaines de coussins par terre. Ben oui. Au sommet de l'opium et de la cocaïne. Le baron Fersen était un homme cultivé, un intellectuel qui avait vu le monde. Il avait voyagé à l'étranger, sur d'autres continents, et avait rapporté des tenues provenant d'autres cultures. Quand il organisait des fêtes, il les prêtait à ses convives. La petite bande d'excentriques vit dans son monde. Les habitants de l'île ne s'intéressaient pas tellement à ce que faisaient ces hôtes fortunés. Bien sûr, ils en parlaient, et ils s'en offusquaient peut-être, mais ils fermaient les yeux. Ils étaient pauvres. Ce qui comptait pour eux, c'était de tirer un peu d'argent de cette effervescence. C'était leur priorité. Avec une certaine emphase, Fersen dédie sa villa à l'amour et à la douleur. Et Doloris Sacrum. Ouais, l'amour et la douleur. L'anus fait mal, non? Le baron se suicide en 1923. Il n'a que 43 ans. Il ne prenait que les enfants. Il était fatigué de vivre. Et il avait fait le tour de ce qu'il voulait faire. La légende veut qu'un jour, en revenant d'un court séjour à Sorrente, il a subitement décidé de se donner la mort.
Stil echt? Comme un druid. Avec de la cocaïne dissoute dans du champagne. Il est inhumé non loin de la villa, dans un cimetière réservé aux non-catholiques. Son nom reste aujourd'hui encore associé à une époque de décadence. Le grand hôtel Quisisana se trouve au cœur de la petite ville de Capri. En 1899, l'établissement accueille Friedrich Alfred Krupp et son Après, on va nous faire un tour bungalow là-bas. à la tête d'un groupe de On va aller sidérurgie préparer. allemands. Cet Allemand influent compte parmi les premières fortunes mondiales. Pourtant, J'ai dit que maintenant ma vie c'est comme ça. Je regarde les documentaires qui m'instruisent, les documentaires intelligents. Hein, pas les beaux conneries là, machin, de là, dit que. Hey! Le fou quoi avec ça? Ben oui. Faut regarder autre chose, hein. Vous regardez la télé, vous regardez les trucs, vous êtes content. Parce que, est-ce que Facebook fuit? Ce que nous sommes revenus encore dans la merde là. Donc, ce que c'est ça. Donc, je suis là, me reposer un peu. Je me repose bien, calmement. Je vais aller faire un tour là-bas, là aujourd'hui. Je vais bien encore me coucher ici là. Laisse un peu le gada là-bas, pardon. Quand vous n'arrivez pas à quitter un peu chez vous, vous dites que non, c'est bon là. Je ne veux plus moi le gada là. Je suis fatigué du gada. Mais ouais. C'est normal, non? Mais ça, c'est une belle vie, ça. J'ai ma maison, j'ai tout là-bas, mais je viens de dormir à l'hôtel. Voilà, mes préservatifs sont tués, hein. Rien n'a bougé. On va compter. Hein. Et que vous croyez que j'ai fait quoi de ça? Comptons bien les préservatifs là hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà mes 4 préservatifs que j'ai amenés. Voilà. Et ce que je vais encore amener chez moi, c'est ça. Voilà. Mais rien fait avec ça. Vous connaissez comment il fait faire mes choses. Et dormir, et quand il finit d'allumer, le bogo chobi là hier. Hey! J'ai mangé un bogo chobi quand il finit de manger un bogo chobi là. Maman. Le sommeil que tu veux voir. C'est encore un Allemand qui redécouvre la grotte bleue sur la rive nord de l'île. Elle devient bientôt un passage obligé de tous ses jours en Italie du Sud. C'est quoi? Je me repose. Non, ça c'est parce qu'elle va arriver là, elle va venir toquer la porte que c'est maintenant qu'elle doit faire la chambre. Elle est normale. On fait c'est quand on fait la chambre vers midi, 11h30 qu'on fait la chambre. Hein. Le matin, comme ça, je me repose. Rien. Je profite de ma chambre que j'ai payée moi-même.
Je fais quoi là-bas quand même? Je suis chez moi. C'est dans mon lit. Quand tu vas à l'hôtel, c'est pour faire quoi? C'est pour se reposer, non? Je me repose. J'ai envie de manger le kebab. J'ai envie de manger le kebab. Sérieux? Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé le kebab. Peut-être que j'accouche encore. Bien, c'est le ballon d'or que tu vas venir. Peut-être que j'ai levé mon utérus. Hein. Tous deux tombent amoureux et la comédienne tombe enceinte. La nouvelle fait scandale. Elle a quitté non seulement son mari, mais aussi sa fille de 11 ans. Loin de l'usine à rêve hollywoodienne, c'est une autre vie qui commence pour elle sur la côte. Ballon d'or. D'abord, Thierry Mbongo. D'abord, toi, tu sors d'abord d'où? Moi, je ne te connais pas dans ma page. Hein. Donc, quand vous venez parler votre inepties à deux balles, il faut bien parler ici. Hein. On s'amuse pas dans ma page. Hein. Bientôt, tu vas nous ramener le ballon d'or. Ramener quel ballon? Tu sais que j'ai quel âge pour faire le ballon d'or? J'ai quel âge? Hein? Tu vois que mon âge, c'est l'âge que je dois m'épanouir. Je vais aller prendre la grossesse. J'ai enlevé mon utérus. Hein. Donc, je ne peux pas amener un ballon d'or quelque part. Donc, retire-moi ton commentaire, vite fait. Tu ne retires pas ça là. Regarde comment je regarde la télévision. Quand elle va revenir comme ça, je te bloque. Ingrid Bergman est infréquentable. Elle qui a abandonné sa famille aux États-Unis pour un autre homme. Mais en Italie, tout n'est pas rose non plus. L'actrice est une perfectionniste, le cinéaste un improvisateur. À la longue, même les enfants ne suffisent plus à souder ce couple mal assorti. Après 7 ans de mariage, c'est le divorce. Ingrid Bergman tourne le dos à la côte amalfitaine pour entamer un nouveau chapitre. Sans regret pour ses années italiennes. À quelques kilomètres à l'ouest d'Amalfi, Positano est un ancien village de pêcheurs devenu l'une des stations balnéaires les plus huppées de la Méditerranée. L'hôtel Le Sirenuse abritait autrefois la résidence d'été des Cersalles, une famille de nobles. Antonio Cersalles dirige aujourd'hui l'établissement. La relève est assurée puisque son fils Francesco travaille à ses côtés. La maison n'était pas très grande. Ma famille est venue ici pendant la guerre. Ensuite, ils ont décidé de rester et d'en faire un hôtel en 1951. Ils ont géré ce lieu comme une maison familiale plutôt que comme un hôtel. Des carreaux de faïence aux couleurs joyeuses, typiques de la région, recouvrent le sol comme un tapis. Au mur, des ornements fantaisistes et des objets de famille. Sans oublier l'incontournable vue sur la mer. C'est ce style unique qui fait le charme des maisons de Positano. À l'été 1952, un écrivain célèbre vient poser ses valises ici pour échapper à la fournaise de Rome. Non, voilà quoi.
vous aimez seulement quand on parle des choses de Facebook. John Steinbeck. Mais intéressez-vous un peu non, à l'art, à l'histoire. Son œuvre maîtresse Que vous vous intéressez au stand des réseaux sociaux. Quand ça ne va pas vous venir lancer un mot pour qu'on la guerre commence. Pardon, je suis au repos. Je me repose, pardon. L'ambiance était vraiment à la... Red Bull. Il paraît que sur la place, il y avait un formidable bar-restaurant où tout le monde était sur son 31 et passait la nuit à danser. Le mot d'ordre, c'était vraiment la joie de vivre. Positano était devenu un lieu très pressé, tout en restant un simple village de pêcheurs. Steinbeck arpente les escaliers et les ruelles abruptes de la petite localité accrochée aux falaises. Immergé dans cette ville au milieu de ce qu'il connaît, il note Ici, on ne se rend pas chez un ami en marchant. On grimpe ou on se laisse glisser. Quand il a découvert Positano, il aurait presque voulu que personne d'autre ne voie cet endroit. Tellement c'était magique et intime pour lui. Il sentait qu'il se trouvait dans un lieu particulier, hors des sentiers battus. Ironie de l'histoire, le long article sur Positano publié par Steinbeck dans Harper's Bazaar l'année suivante va mettre fin à cette quiétude qu'il affectionne tant. De très nombreux Américains viendront désormais explorer le village, un succès encore jamais démenti. À Ravello aussi, les anciens palais de la noblesse donnant sur la mer attirent les hôtes de marque. En 1952, sur la terrasse de la Villa Gimone, ce n'est autre qu'un Humphrey Bogart qui prend le soleil. À ses côtés, Gina Lollobrigida. Sa partenaire à l'écran dans Plus fort que le diable de John Huston. Pendant 3 mois, la petite ville vit au rythme du tournage. Luca Bottone est le chef du restaurant Cumpa Cosimo. Son père a bien connu l'acteur. Les gens sont même encore pourquoi? Vous êtes milliardaire, vous mourrez même encore pourquoi? Moi, si j'ai l'argent, je ne dois pas mourir. Hein. Hey! Les gens là, ils ont eu l'argent, des belles femmes, des belles voitures, mais ils meurent encore même pour aller où? Un homme simple et bon vivant qui aime se mêler aux habitants. De temps en temps, il venait au restaurant, qui était beaucoup plus petit à l'époque, pour manger des spécialités locales. Il aimait bien déguster les vins de Ravello. Un peu de whisky aussi, parfois, en bon américain. Ah. Il avait ses habitudes ici. Le petit restaurant devient la cantine de l'acteur, qui sympathise avec le père de Luca et l'appelle Cumpa Cosimo, l'ami Cosimo. Une vraie marque d'affection. L'établissement s'appelait Trattoria Romana, parce qu'il se trouvait via Roma. Et là, c'est devenu Cumpa Cosimo. À Ravello comme à l'écran, Bogart ne passe décidément pas inaperçu. Il n'est pas rare que des notes de musique s'élèvent de la terrasse de la Villa Ruffolo. Chaque été depuis 1953, le festival musical de Ravello s'y tient, en souvenir du passage de Richard Wagner. Quand on assiste à un concert ici, même si ça peut paraître incroyable dans un lieu ouvert, l'acoustique est grandiose. On entend tout, et il n'y a pas besoin de micro ou d'amplificateur. Peut-être que c'est l'esprit de Wagner qui est descendu ici et a insufflé au lieu cette magie. Mais c'est extraordinaire. Un plaisir de mélomane à savourer dans un décor unique. Dans les années 1950, Capri connaît un brusque essor touristique.
avec des visiteurs qui viennent pour voir et être vus, profiter du soleil et d'une élégante atmosphère de Dolce Vita. La Piazzetta, au centre de la ville de Capri, devient un lieu de rendez-vous prisé. Là où il faut être vu. Cette boutique est celle de Francesca Setali. Comme sa mère et sa grand-mère. Eh ben c'est bien ça. Ouais, je crois que moi je vais vous montrer. La confection sur mesure, destinée à une clientèle. Je me repose, mais waouh, je me repose. Je suis L'atelier fatigué. se trouve depuis toujours au sous-sol. Au fond, nous avons inventé la mode décontractée à Capri. Parce que les visiteurs arrivaient en tenue de ville, peu adaptés aux vacances, aux escapades insouciantes sur une île. L'article phare de la boutique, depuis près de 70 ans, est un vêtement sobre et confortable. Le fameux pantalon Capri, adopté en son temps par Audrey Hepburn. L'actrice affectionne sa coupe raccourcie qui épouse la silhouette. Ce modèle va conquérir le grand public dans les années 1960, incarnant une féminité libre et moderne. Il doit aussi sa popularité à une autre célébrité cliente de la mère de Francesca. Revoici Jackie Kennedy, plus tard Onassis. Quand elle venait, elle se faisait confectionner les pantalons Capri, que nous avons fini par appeler les Jackie O, puisqu'ils étaient fabriqués selon son goût. Avec une fermeture éclair sur le côté, une longueur au-dessus de la cheville et une coupe cigarette. Elle en commandait toujours 12 d'un coup, comme ça elle n'avait pas à les emporter en voyage. Elle pouvait en laisser dans toutes ses propriétés. Aujourd'hui encore, des clientes poussent chaque jour la porte de la boutique pour s'offrir l'un de ces pantalons très chics qui fleurent pour l'été. Autre spécialité de l'île, Tu vas demander, tu vas te dire, on va se mettre 2000 euros. années 1960. Adoubée elle aussi par Jackie Onassis, elle est rapidement devenue un Ouais. Je sais que vous voulez le Congo ça. Pour l'instant, on regarde d'abord la télé. moitié du XXe siècle, Capri attire de plus en plus une clientèle désirée, ravie de s'offrir des pièces uniques ou du main ou du prêt-à-porter de grande marque. Mais l'île Maman, accueille il est. aussi tous les matins Bonjour. plusieurs milliers de touristes à la journée. Ceux-là n'auront pas le temps de découvrir ses trésors. Elle réserve son charme contemplatif aux visiteurs prêts à s'attarder un peu. La villa Monacone donne sur les mythiques rochers Faraglioni. En 1954, une romancière trouve ici le havre de paix qu'elle a longtemps cherché. Monica Mann, moins dans la lumière que son père, est la fille de l'écrivain et prix Nobel allemand Thomas Mann. Sa demeure offre une vue imprenable sur la mer. Un choix surprenant, car en 1940, le navire à bord duquel elle tentait de gagner les États-Unis a été coulé par un sous-marin allemand et son mari est mort noyé sous ses yeux. Je pense que pour Monica Mann, c'était un choix subconscient visant à l'aider à panser ses plaies. Ici, elle était confrontée tous les jours à la vue de la mer, alors même qu'elle ne la supportait pas. Les habitants de l'île racontent que dans son quotidien, par exemple quand elle s'asseyait le soir dans son fauteuil pour écouter de la musique classique, elle tournait toujours le dos à la Méditerranée. À Capri, Monica s'éprend d'un homme d'origine modeste. Antonio Spadaro, pêcheur et vendeur de souvenirs.
aux grandes dames de la famille Mann. War eher intellektuell. D'un point de vue intellectuel, il ne faisait pas le poids. Et tous les deux venaient de milieux tellement différents. Mais elle a trouvé en lui un homme capable de l'épauler et d'être là pour elle, tout en la traitant avec respect. Toutes ces choses qui lui avaient sans doute toujours manqué dans sa famille. Ici, loin de tout, elle guérit son âme et écrit « Capri n'est pas si petite. On peut y parcourir 9 kilomètres à pied. On est au milieu de l'immensité entre ciel et mer. Et le cercle fermé de cette île rocheuse en est le point de repos. Tout le reste est éternel, infini. » À la mort d'Antonio en 1985, Monica est effondrée. Après plus de 30 ans sur l'île, elle décide de quitter Capri, refermant ainsi le chapitre le plus heureux de son existence. Retour à Positano, chez un autre résident doté, lui, d'un Il faudra que je me lève. La luxueuse Les lycéens. des stars du monde entier. Les lycéens. Le maître des lieux est alors Franco Zeffirelli, célèbre metteur en scène italien de cinéma et d'opéra, dont de nombreuses productions sont encore données de nos jours. La fondation qui porte son nom à Florence conserve les dessins de ses décors et costumes exubérants. Les Italiens sont riches. De veille sur l'héritage de son génial père Les adoptif. Français croient que c'est eux seuls. Là-bas, il n'y a que les châteaux. C'est en 1969 qu'il fait sa connaissance à Rome. Le réalisateur l'introduit dans le monde du cinéma et Pippo devient son premier assistant sur le tournage de Jésus de Nazareth. Donc, Jésus filme aussi. À ce moment-là, je ne l'ai plus jamais quitté. Et ce, jusqu'à ce qu'il m'adopte et que je prenne son nom. Pour mon plus grand plaisir. Zeffirelli n'avait pas vraiment de famille. Le goût de l'opulence, qui est la marque de fabrique du metteur en scène, se retrouve aussi à son domicile. La maison est restée en grande partie telle que Zeffirelli l'avait aménagée. Pour lui et pour ses illustres invités, comme le danseur Rudolf Nureyev, l'acteur Jeremy Irons, ou encore Claudette Colbert, grande dame de l'âge d'or hollywoodien. S'il n'était pas au tournage, il profitait de l'été pour réunir des amis et passer 2 ou 3 mois de rêve en leur compagnie. Et vous mourrez encore, mais pourquoi alors? Il travaillait. Avec tout l'argent là, vous mourrez alors. Vraiment, la vie c'est. Moi, les jeunes argent, moi je ne meurs pas. Je deviens immortel. Comme Laurence Olivier, Elizabeth Taylor, Liza Minnelli, qui faisaient partie des gens qui l'invitaient pratiquement tous les étés. La villa est aujourd'hui un hôtel où l'on peut passer la nuit dans les somptueux appartements privés de Zeffirelli. La décoration et l'ameublement sont entièrement l'œuvre du cinéaste, jusqu'au précieux mobilier syrien incrusté de nacre. Les carreaux anciens proviennent de la côte amalfitaine. À Positano, il y avait énormément de magasins, notamment des boutiques de mode. À cette époque-là, la plupart des gens étaient très riches et ils ont décidé de tout rénover. Ils se sont débarrassés de leurs carreaux de faïence qui dataient du XVIIIe siècle. Zeffirelli a racheté tous les lots qui lui ont été proposés et il les a utilisés pour redécorer l'ensemble de cette villa. Zeffirelli est enthousiasmé par le style traditionnel local, à la fois gai et élégant. Sa résidence d'été est aussi connue pour accueillir des fêtes somptueuses, parfois costumées et volontiers extravagantes. Le metteur en scène
scène compte parmi ses plus proches amis l'une des grandes divas de l'époque, qui vient se retirer un temps à la Villa Treville, Maria Callas. Et cette Fiorelli lui offre son soutien indéfectible quand Aristote Onassis la quitte. Elle disait à Franco qu'avec Onassis, elle se sentait femme, ce qui comptait énormément pour elle. Une cantatrice avec une telle carrière, une telle personnalité. Et elle a appris par la presse qu'Onassis s'apprêtait à épouser Jackie Kennedy. Ça a dû être terrible pour elle. Elle a sombré. Elle était effondrée parce qu'elle perdait l'homme de sa vie. À la même époque, le milliardaire et sa nouvelle épouse sont en lune de miel tout près de là, à Capri. Le monde est cruel, hein. En 2005, Franco Zeffirelli tombe gravement malade. Jamais plus il ne pourra gravir les interminables marches de sa résidence d'été. Il se résout à vendre la Villa Treville qu'il aime par-dessus tout. À partir de ce moment-là, il n'a plus jamais voulu parler de cette maison. À chaque fois qu'il tombait sur une photo de Positano, il refusait de la regarder. Il voulait tout effacer parce qu'il s'y était investi corps et âme, en créant avec passion. Et on y avait vécu plus de 30 ans. 30 ans de moments joyeux et de souvenirs extraordinaires. Et 30 ans d'anus. Il faut souvent bien préciser ça, que l'anus était dedans. Parce que vous l'avez, votre anus là, où ça vous donne d'abord quoi, je ne sais pas. Entre mythologie et Dolce Vita, leurs frasques et leurs amours ont laissé ici une empreinte indélébile. Bon, mes Warriors. Si Facebook peut être calme comme ça, c'est bien une bonne chose, non? Si ça peut être calme comme ça, c'est bien, non? De temps en temps. Même si vous n'écoutez pas ce que je raconte, même si vous n'écoutez pas ce que je dis à la télé, vous ne voyez pas ce que je dis à la télévision, mais c'est moi j'écoute pour vous. On appelle ça documentaire, on est d'accord. Hein? Donc, voilà un peu la situation, quoi. Il faut dire. Il faut vivre sur l'époque. Hein? Il faut vivre. Et bien voilà. On est d'accord là. Vous voulez tuer qu'on s'acharne, on s'attarde sur les réseaux sociaux, les mêmes gens. Je vous ai promis que 2024, si je ne suis plus moi avec vous. Les mêmes choses. Quelqu'un quitte ici pour aller bagarrer aux États-Unis. Si on te tue là-bas, tu vas dire quoi? Tu as d'abord quelle force? Tu es d'abord qui pour te déplacer pour aller chez les polluants dans un autre pays? Tu es qui? Tu es King Kong? Tu es King Kong? Quand le nom Fonja t'insultait ici, j'ai dit même Fonja, Pipi, quand Pipi venait te chercher la baguette, tu ne pouvais pas sortir. Hein? Tu ne pouvais pas sortir, mais tu quittes la Kenya pour aller chercher la baguette aux États-Unis. Tu es devenu ridicule. Les abeilles n'existaient même plus. Tu es devenu ridicule. On ne doit pas parler. Dès qu'on va parler, oh. Dès qu'on parle, oh, la voix joyeuse, des trucs comme ça, jalouse de quoi? C'est les abeilles qui me payent ma chambre aussi. C'est vous qui me payez ça, c'est moi-même qui paye. Je vous laisse tout à l'heure. Je vais essayer de me lever là, je vais aller à la maison là-bas. On va faire des petits courses là, on va aller à la maison et préparer.